bien expliquer tout ça, on revient donc sur l'ère, comme je le disais, des triparties. À chaque fois, dans l'histoire de One Piece, on connaît trois forces en présence, comme je le disais, donc la marine, les dragons célestes et l'ère de la piraterie. Mais il y a un quatrième pouvoir. Et ce quatrième pouvoir, c'est pour ça que je fais référence à Dragon, c'est les révolutionnaires. Et ça, c'est le quatrième pouvoir. Pareil pour les armes antiques. Les armes antiques, pareil, elles sont représentées comme trois. Mais on sait qu'il y en a une quatrième. Ça, je vous conseille d'aller revoir ce qui est dit par le doc dans One Piece Passion TV. Euh, Toujours pareil, on s'aperçoit que dans One Piece, le fil conducteur est là. Il y a toujours, en fin de compte, trois parties qui sont expliquées, mais il y en a toujours une quatrième, qui elle est sous-jacente et qu'on ne voit pas tout de suite, et à laquelle on ne fait pas forcément référence. Donc pour en revenir à l'histoire telle que nous la conçoit Oda, Oda fait à son fil conducteur, mais brode autour de tout ça, et fait référence très souvent, très souvent dans des différents arcs, à différentes situations qui ont existé. Par exemple, je reprends l'arc d'Alabasta. Ce n'est pas pour rien que l'arc Alabasta se passe dans un pays qui nous fait penser directement à un pays arabe. Pour la simple et bonne raison, c'est que Oda fait référence directement à la guerre en Irak. Vous reprenez l'arc, enfin la chronologie, à quel moment sort l'arc d'Alabasta. Pourquoi il fait référence à la guerre en Irak? Tout simplement parce que, aujourd'hui on le sait, la révolution telle qu'elle s'est vue en Irak et le renversement de Saddam Hussein a été fait, et aujourd'hui ils le disent eux-mêmes, par les Américains. Et comment est représenté Crocodile? Toujours avec son gros crochet en or, sa veste machin, son gros cigare au coin de la bouche, son manteau en fourrure, et il est accompagné de Nico Robin qui est déguisé, qui est habillé en Coyote Girl, c'est-à-dire avec son chapeau américain et tout. Qu'est-ce qu'il ouvre dans Alabasta? Un casino qui fait parfaitement référence aux Américains et avec Las Vegas par exemple. Mais on sait que le casino vu comme ça, ça fait référence aux Américains. Pareil, on monte une population des révolutionnaires dans Alabasta, on les monte contre le roi qui est en place à l'heure actuelle. On peut considérer que Saddam Hussein était un roi, puisque de toute façon il n'y avait pas d'élection ni de choses comme ça. C'était un dictateur, mais c'est retranscrit. On peut reprendre sur l'arc Skypia aussi, où là c'est une référence directe à la colonisation des Américains sur les terres indiennes, c'est-à-dire sur la colonisation de l'Amérique par les colons anglais, et le massacre donc des Indiens. Pareil, Eneru fait référence bien sûr physiquement à Eminem, alors ça aussi j'en ferai un petit aparté après sur les ressemblances physiques avec les personnages et les personnages connus, mais fait référence à Eminem. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que Eneru est représenté comme le dieu du tonnerre. Et le dieu du tonnerre en Occident, c'est Zeus. Et c'est un dieu qui s'impose. C'est-à-dire que ça fait référence aux Américains qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont évangélisé les Indiens américains, enfin les Indiens, ceux qui habitaient déjà sur la terre américaine, et qui leur ont imposé un dieu. Et bien là, dans l'arc Skypia, c'est pareil. Eneru arrive, renverse le dieu qui était déjà en place, et s'impose comme le dieu. Donc à chaque fois, on a des arcs comme ça qui sont, je dirais, du brodage autour de l'histoire principale. Et ils amènent une richesse supplémentaire à One Piece. Et quand on regarde, pareil, quand on regarde l'arc Water 7 est une, je dirais pas un plagiat, pas du tout, mais est une référence directe à une histoire comme James Bond, où il y a de l'infiltration, de l'espionnage, où on enlève une personne voilà, parce qu'elle sait des choses, et tatati tatata. Ça, c'est pareil, le CP9 fait partie de ce qu'on appelle l'espionnage du gouvernement. Et on fait parfaitement référence à un arc au film James Bond, le dernier, qui se passe à Venise. Et c'est pareil, là on en vient à ça. Donc voilà, tout ça pour situer un petit peu Oda, de quoi s'inspire Oda pour la création de son manga, et c'est ultra intéressant. Maintenant, nous allons en venir aux personnages qui sont développés dans One Piece. Prenons par exemple Arlong. Arlong est une référence directe au méchant de l'île aux pirates. Dans l'île aux pirates, je rappelle qu'il enlève des enfants et qu'il fait pression sur eux en disant qu'il va tuer leurs proches et tout s'ils ne l'aident pas à trouver le trésor. Et bien c'est pareil, Arlong fait peser une pression et fait du chantage à Nami
pour qu'elle l'aide à découvrir un trésor. Ça, c'est un petit point. On peut reprendre aussi Oddie Jones. Oddie Jones fait par référence, si vous voulez, à l'esclavage. Pareil, c'est-à-dire des gens qui se sont révoltés contre le fait qu'on les prenait pour des sous-hommes, alors que estimaient être légal, voire même supérieur à l'homme. Et ça, on reprend parfaitement certains thèmes de l'Amérique de l'époque, à l'époque de l'apartheid. Voilà. Donc ça, on reprend à chaque fois. Comme je vous dis, Oda s'inspire de tout ce qui nous entoure. Mais revenons plutôt à One Piece tel qu'il est. One Piece, la définition des personnages dans One Piece, par exemple, un personnage que j'aime beaucoup, et bien souvent dans tous les mangas, les personnages, les méchants sont souvent beaucoup plus creusés que les gentils. Parce que les gentils, c'est ah, tu veux être mon ami et tatati et je te sauve et machin. Alors que les méchants sont beaucoup plus profonds. Prenez n'importe quel manga, vous allez vous en apercevoir. Euh, un de mes personnages préférés dans One Piece est Marshall D. Teach. Et Marshall D. Teach est ultra intéressant parce qu'il fait référence à Liu Meng. Comme je l'expliquais tout à l'heure, Liu Meng dans les Trois Royaumes est celui qui tue Guan Yu et Guan Ping. Donc Marshall D. Teach tue Barbe Blanche et fait tuer en quelque sorte Ace. Mais là, on peut s'interroger parce qu'il est l'une des clés du manga One Piece. C'est-à-dire que on peut se poser beaucoup de questions. On sait que Liu Meng, dans les Trois Royaumes, est un personnage qui a une culture extraordinaire parce que il s'est fait traiter par le seigneur Swankman du royaume du Wei. Il s'est fait traiter d'un culte. Donc il n'a eu qu'une chose, qu'une idée en tête, c'est de devenir quelqu'un avec une culture extraordinaire et de pouvoir gérer. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir capturer Guan Yu et Guan Ping, qui sont des héros de la Chine légendaire. Eh bien, Marshall D. Teach fait parfaitement référence. La seule chose qui change, c'est que Liu Meng est quelqu'un de très introverti et qui ne montre pas de signes de richesse, de signes extérieurs de richesse, alors que Barbe Noire, Marshall D. Teach, lui, maintenant on le voit, il est blindé de bijoux, de trucs comme ça, pour montrer qu'il est devenu riche et que voilà. C'est la seule différence. Mais Marshall D. Teach, au final, toujours se rappeler qu'on est dans un tripartite, pardon, et que au final, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y en a quatre. Et très honnêtement, Marshall D. Teach est la quatrième arme antique. Là, on ne va pas dans l'hypothèse, on va carrément dans la continuité de la vision des trois royaumes et de Sun Wukong, le roi des singes. On va parfaitement dans la continuité. Pourquoi? Parce que Marshall D. Teach, en fait, ne possède pas plusieurs fruits du démon. Je sais que ça va en choquer plus d'un de dire ça, mais il ne possède pas plusieurs fruits du démon. Son fruit du démon est le fruit du démon ultime. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il annule les autres. Il annule les autres fruits du démon. Ça aussi, c'est une chose importante, et c'est une chose, j'ai l'impression des fois, quand je regarde les vidéos sur YouTube, de ceux qui font des hypothèses, c'est un petit détail que vous oubliez. Il annule les autres fruits du démon. Et Oda nous a déjà préparé à ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans l'arc Thriller Bark? Moria aspire les ombres. Eh bien, je peux vous dire directement, et là on fait référence à la bataille du château de Mai, je peux vous dire déjà que, en fait, Marshall D. Teach ne vole pas les fruits du démon, il vole les âmes. Il vole les âmes des possesseurs de fruits du démon. Et là, on fait référence complète au manga et à l'histoire des Trois Royaumes. Euh, Barbe Noire, au moment de la mort de Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient tout de suite son équipage disant vite, 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 il faut qu'on se dépêche parce que ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui est expliqué dans les arcs de One Piece? Eh bien, tout simplement, le fruit du démon, une fois qu'il est que le possesseur est arrivé à son maximum de synchronisation, on va dire, avec son fruit du démon, l'âme et le fruit du démon ne font plus qu'un. Ils ne font plus qu'un seul. Et au moment de la mort du possesseur du fruit du démon, quand l'âme s'envole et quitte le corps, le fruit du démon, lui, s'en va aussi et va repousser à l'endroit initial. Eh bien, tout simplement, Marshall D. Teach, pour obtenir le fruit du démon de Barbe Blanche, eh bien, il a avalé l'âme de Barbe Blanche. Et là, on fait référence au château de Mei, parce qu'au moment de la mort de Guan Yu et de Guan Ping, tués par Liu Meng, les décapite dans les Trois Royaumes, l'âme de Guan Yu s'en va, arrive à ce qu'on pourrait appeler le nirvana, à son absolu, et redescend sur Terre pour se venger et prend
directement possession du corps de Liu Meng. Eh bien, je peux vous dire pratiquement avec certitude que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'âme de Barbe Blanche est dans le corps, il l'a aspiré, puisqu'on voit que le fruit du démon permet d'annuler, le fruit du démon de Barbe Noire permet d'annuler les autres fruits du démon, mais lui permet d'avaler tout ce qui l'entoure, et il le rejette, on le voit au moment de la bataille de S. Eh bien, je peux vous garantir une chose, c'est que Barbe Noire a avalé le fruit du démon de avaler l'âme et le fruit du démon de Barbe Blanche, et au moment où on sait pertinemment que la bataille finale se passera entre Luffy et Marshall D. Teach, eh bien je peux vous garantir une chose, c'est que au moment de la bataille finale, la plus grande aide que va recevoir Luffy, ça va être Barbe Blanche, parce qu'il va se libérer, de Marshall D. Teach. Et c'est ce qui se passe dans les trois royaumes. Guan Yu prend possession du corps de Liu Meng et le tue. C'est-à-dire qu'il le tue, il s'est emparé du corps de Liu Meng et le tue. Et le pousse à mourir. Et voilà, ça on peut, c'est la continuité de la légende. Comme je le dis depuis le début, les trois royaumes est le fil conducteur de One Piece. Donc par rapport à ça, on sait que en fait la quatrième arme antique, la plus puissante, le plus puissant des fruits du démon, qui est finalement la quatrième arme antique, c'est Marshall D. Teach. Et c'est pour ça que quand Marco dit que son corps est un peu bizarre, oui, c'est parce que son corps était capable, parce qu'apparemment, et ça je pense qu'on va le découvrir, tout le monde ne peut pas posséder le fruit du démon. Il faut déjà avoir une certaine haine. Et là aussi, on en vient toujours à Marshall D. Teach, on en vient à un personnage qui est très intéressant, parce que Marshall D. Teach, on peut se poser une question, et on sait que comme Liu Meng, c'est un stratège hors norme. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est quelqu'un qui est très cultivé et qui a appris l'arbre des fruits du démon, enfin le lexique, on va dire, des fruits du démon par cœur. Et on sait que son plan ne date pas d'hier. Il est monté sur il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche pour acquérir le fruit du démon des ténèbres. Ah oui, ça aussi, petite référence, oui, pas besoin de chercher bien loin. Dans les ténèbres, voilà, qu'est-ce que demande le diable à un être humain? C'est son âme. Donc le fruit des ténèbres, c'était, je veux dire, c'est référence directe en plus à une croyance occidentale, c'est-à-dire que dans les ténèbres, c'est ton âme qui va dans les ténèbres. Donc ça fait référence à ce que je suis en train de dire. Mais enfin bon, bref. Pour en venir à ce que je disais sur Marshall D. Teach, simplement, on sait que donc c'est un stratège. Il est monté sur le bateau de Barbe Blanche dans l'idée de récupérer ce fruit du démon et d'après de développer son plan. Je rappelle aussi que au moment de l'arc Jaya et de la réunion entre la marine et les Shinshibuki, il envoie Lafitte pour se faire introniser Shinshibuki à la place de Crocodile, et que le but de cette opération, c'est de pouvoir avoir la main mise sur Impledon. Et c'est ce qui se passe, il se rend à Impledon pour libérer les pirates les plus dangereux enfermés dans cette prison. Et c'est d'avance que d'Impledon, il peut ouvrir la porte de Marineford pour aller achever Barbe Blanche. Donc on sait déjà que c'est un stratège énorme. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il connaît, comme Goldie Rogers, puisque c'est ce qui se passe finalement, Goldie Rogers à la fin de sa vie connaît le secret du One Piece, est-ce que lui connaît aussi non pas le secret du One Piece, mais ce que signifie son dit. Et de là, cela expliquerait son plan. C'est qu'il sait pertinemment que, avec son fruit du démon, ce qu'il a mis en place aujourd'hui, il est devenu l'un des 4 empereurs. Il a une rapidité dans son évolution énorme. On sait qu'il est. Est-ce que, justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il connaît déjà la valeur du dit, ce qu'il est, de quoi il descend. Et je suis prêt à parier là-dessus que, en fin de compte, la bataille contre Marie-Joa, ce n'est pas Luffy qui va la déclencher, mais c'est Barbe Noire. Parce qu'il sait pertinemment qu'en récupérant ce fruit du démon, son plan depuis le départ, c'est de récupérer, c'est de renverser les dragons célestes et de prendre directement l'emprise. Alors, à mon avis, oui, très certainement, il connaît déjà l'histoire des dits. Et chose qui appuie ce que je suis en train de dire, c'est que la marine, comme beaucoup de pirates, sont à la recherche de Nico Robin, parce qu'elle est détentrice de l'histoire finalement. C'est la seule qui peut déchiffrer les poneglyphes. Mais le seul personnage important de l'histoire de One Piece qui ne lui court pas après, c'est Marshall D. Teach. Il s'en fout. Et de là, ça me pousse à dire justement qu'il connaît l'histoire des dits depuis le départ. Et là, toujours, on fait référence aux Trois Royaumes et de la dynastie Han.
Donc ça aussi, pareil, on peut repartir aussi sur des personnages comme moi, qui je trouve l'une des plus intéressantes, Nico Robin. L'histoire, comme nous la raconte Oda, fait référence directe à Nagasaki et Hiroshima. Le Buster Call que se prend le pays de Nico Robin, c'est l'équivalent de Nagasaki et d'Hiroshima pour le Japon. Et c'est la seule survivante. Il y a une petite référence d'Oda aussi au Tombeau des Lucioles, film, enfin manga animé exceptionnel que je conseille donc à tous ceux qui aiment vraiment les mangas. C'est un manga c'est un film qui ne date pas d'hier, mais c'est très 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 bon et vraiment très touchant. Donc on sait que Nico Robin, voilà, elle est recherchée, mais sauf par Barbe Noire. Donc on peut s'imaginer, et là il n'y a, a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour ça, on peut s'imaginer très simplement que Barbe Noire connaît l'histoire et que pour le déroulement de son plan, le seul moment déclencheur c'était de trouver le fruit du démon et donc que ça valait la peine de tuer le quatrième capitaine de la flotte de Barbe Blanche. Voilà, ça c'est pour le personnage de Barbe Noire. Après on peut développer sur d'autres personnages comme Doflamingo. Doflamingo c'est pareil. Doflamingo en fin de compte est la balance du monde de One Piece. C'est-à-dire c'est lui qui tient l'équilibre et on le comprend par rapport déjà euh, à ce qu'il représente. On sait que c'est un dragon céleste, mais qui n'en est plus un. C'est un personnage que moi j'ai trouvé très touchant parce que il tue son père suite à la mort de sa mère. Il ne comprend pas, et là il faut se mettre à sa place. Il a 8 ans au moment où il tue son père, et au moment où il descend du monde des dragons célestes jusqu'au monde, on va dire, des mortels, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il est trop jeune pour ça. Et lui le voit comme une déchéance. Donc c'est pareil, imaginez-vous 5 minutes dans votre esprit que vous êtes à la place de Doflamingo, vous avez tout ce que vous voulez, et du jour au lendemain, votre père décide de vous enlever carrément tous vos avantages et tous vos privilèges, et vous descendez là-dedans. À moins d'être complètement hypocrite, personne ne pourrait comprendre cette trame. Et de plus, l'histoire démontre que son père se gourre complètement, puisqu'ils vont vivre dans des souffrances énormes et tout ça. Donc Doflamingo, pareil, est un personnage très touchant, peut-être sans cœur pour certains, mais c'est un homme qui aime son équipage et qui aime ses amis. Et voilà, et son équipage, comme Pika, comme tout ça, sont sa famille, sont finalement sa famille. Et bon, moi j'ai pas pleuré quand je vois Corazon mourir, parce que Corazon finalement le trahit, et donc dans la trahison, il a déjà été capable de tuer son père et de couper sa tête et de l'emmener au dragon céleste. Il va pas s'arrêter parce que d'un seul coup son frère, ah bah c'est mon, non mais t'es mon frère Corazon, je vais pas te tuer. Bah si, il le tue. Enfin moi, pour moi c'était logique. Et pareil, Doflamingo démontre bien ce que je dis sur les pouvoirs en place. Nous en avons trois de connus, mais il est en sous-jacent, il est le quatrième pouvoir. Il est le quatrième pouvoir parce que c'est lui qui fait régner, on va dire, un certain ordre dans la piraterie, et c'est lui qui fait l'équilibre entre la marine, Marijoa, puisqu'il est reçu souvent à Marijoa, entre Marijoa, la marine et la piraterie. C'est lui qui sert de correcteur, on va dire. Et pareil, le renversement de Doflamingo est très 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 important là-dedans, parce qu'il va nous permettre aussi de savoir la suite. Et Doflamingo n'est pas mort pour une raison très simple, c'est qu'il va revenir dans les arcs qui vont arriver. Pareil, toujours dans les références dont se sert Oda, et là ça m'a fait marrer par rapport au chapitre 802 et donc l'arrivée de ces deux imposteurs, moi ça m'a tout de suite fait penser à la famille Adams. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la famille Adams ou machin, quand, ça rappelle l'histoire de l'oncle Fétide. L'oncle Fétide qui arrive, alors il a une maman qui n'est pas vraiment sa maman, on ne sait pas, en tout cas il court après le trésor de la famille Adams, et ils se font passer pour la femme, pour l'oncle Fétide. Et là, c'est pareil, ça fait référence un peu à ça. C'est assez rigolo de voir ce petit détail, mais c'est un petit plus amené qui est assez rigolo à voir de chez Oda, parce qu'on s'aperçoit que Oda a vraiment une très 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 large culture du monde en général, et c'est quelqu'un apparemment qui doit s'intéresser à beaucoup de choses. Mais bon, je prends l'exemple de la famille Adams parce que c'est le plus probant, mais ça existe dans d'autres histoires. Il n'y a pas que la famille Adams, bien évidemment. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que chaque personnage a vraiment son importance. Sanji c'est pareil, Chopper c'est pareil, Nani, tous ont une grande importance dans l'ère de One Piece, et tous font référence à différentes légendes et différentes
histoire du monde de l'Asie. Voilà. Pour en revenir, comme je disais, à la création des personnages, Oda s'est inspiré de énormément de personnes ayant existé ou légendaires. Alors, on va reprendre par exemple certains points comme le personnage de Van Hodger dans l'équipage de Barbe Noire. Van Hodger est inspiré du baron de Munchausen. Alors Munchausen, c'était un tireur d'élite, un colonel tireur d'élite de l'armée nazie, de l'armée allemande, et on y fait parfaitement référence dans le film Stalingrad. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'affrontement entre deux tireurs d'élite, l'un russe et donc ce fameux colonel de l'armée nazie allemande. C'est intéressant de voir, comme je le dis, Oda s'inspire vraiment d'une très large euh, d'un très large panel de personnes ayant existé ou étant légendaires. Ça aussi, ça fait référence. Pareil, un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, et qui là est une petite crotte de nez de Oda, qui est japonais, à la Chine, c'est le personnage pardon, de Mr. Two. Alors Mr. Two, pour les traits du visage, bien sûr, il s'est inspiré, on le sait tous, de Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Mais la véritable histoire de Mr. Two est une référence directe à Bruce Lee. Pour la simple et bonne raison, c'est que Mr. Two est le personnage avec les pieds les plus rapides du royaume d'Alabasta et même de la piraterie. Apparemment, au début, c'est comme ça qu'il nous est vendu. Et c'était comme ça dont on parlait de Bruce Lee. C'était l'homme qui avait le coup de pied le plus rapide. Mais Mr. Two est avant tout un danseur aussi, un danseur de ballet classique et tout. Et ça fait référence à Bruce Lee. C'est une petite crotte de nez parce que Bruce Lee, avant d'être le maître euh, d'arts martiaux que nous connaissons, c'est avant tout un danseur de cha-cha. Et donc c'était la petite crotte de nez envoyée directement à Bruce Lee, puisque je rappelle que pour ceux qui aiment bien les films de Bruce Lee, à chaque fois les méchants dans ces films, ce sont à 90% toujours des Japonais. Donc ça, c'est les petites crottes de nez envoyées de Oda, par exemple, à notre cher et illustre maître en arts martiaux, Bruce Lee. Il y a d'autres personnages, hein, comme, comment il s'appelle, celui qui... Je me rappelle plus de son nom. Euh, le colonel, enfin le sous-directeur d'Impledon, Shiryu. Shiryu de la pluie est inspiré directement d'un grand général japonais qui pendant la Seconde Guerre était considéré comme un meurtrier, enfin pas un meurtrier, mais comme un tyran et un monstre sans cœur. Il est parfaitement représenté dans le film Fighter in the Wind, où c'est un maître en judo et c'est un maître du katana, et Shiryu est inspiré de ce personnage-là. Pareil, je peux revenir aussi un petit aparté sur Marshall D. Teach. Quand je parle de Marshall D. Teach en expliquant que donc il connaît forcément ce que veut dire le dit, et c'est pour ça qu'il prévoit son, son affrontement final finalement avec Marijoa, c'était pas pour rien. Euh, Marshall D. Teach est inspiré donc de Liu Meng pour son nom, et son intransigeance et sa cruauté est inspiré aussi de Barbe Noire. Son fruit du ténèbre résume l'ensemble du personnage, mais surtout il va démolir Marijoa, et c'est de là que va se créer la scission entre la marine, c'est-à-dire ceux qui seront pro Dragon Céleste et ceux qui voudront une justice un peu plus impartiale. Et là, on retrouve parfaitement l'ancien amiral en chef Sangoku, Garp. Garp aussi est un personnage très important. Garp, Fujitora et Kuzan. Kuzan est envoyé, on s'en doute, dans l'équipage de Barbe Noire, la rejoint très certainement sur ordre de Sangoku, à la demande de Sangoku pour pouvoir surveiller. Et on sait que à partir de ce moment-là, à partir du moment où Marshall D. Teach va commencer sa grande guerre, parce que je dis bien sa grande guerre contre Marijoa, une partie de la marine va rejoindre très certainement l'armée révolutionnaire et Luffy. Et qui de mieux que Sangoku, qui a le fruit du Bouddha, donc le fruit de la sagesse, Fujitora, qui est un héros légendaire, qui est pris de Zaitoshi, qui est un héros légendaire du Japon, Garp, qui est ni plus ni moins que le fil conducteur
entre Dragon et Luffy, qui est, si je m'en réfère à la légende de Sun Wukong, la famille impériale des Dix, c'est-à-dire la famille royale des Dix, du clan des Dix, qui vont mener la contre-attaque face à Marshall D. Teach. Donc voilà, ça c'est pour les personnages, il y en a tellement à dire sur les ressemblances physiques, sur les ressemblances de caractère, ce qui a inspiré. Par exemple, on peut toujours prendre, comme je disais tout à l'heure, Sangoku, de qui je pourrais encore vous parler. Donc Doflamingo, ça on en a parlé, on a parlé de Marshall D. Teach, on a parlé de Goldie Rogers, de qui je pourrais encore vous parler dans les personnages qui vont avoir une importance. Bien tout simplement Dragon, comme je disais tout à l'heure, Dragon fait référence à Wang Fei-hong. Alors il faut le savoir, Wang Fei-hong, comme je le disais, était un révolutionnaire chinois. En tout cas un révolutionnaire, c'était un homme qui s'opposait, c'était un résistant à la colonisation anglaise et américaine en Chine. C'était un médecin connu de Canton, connu, et qui avait l'oreille de l'empereur à son écoute. Euh, Dragon, c'est pareil. Là, tout ce que je suis en train de dire, le chapitre 803 que nous avons vu, où nous avons vu l'arrivée de Burgess sur l'île, sur le territoire plutôt, je dirais, de l'armée révolutionnaire, est significatif de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on sait d'avance qu'il va y avoir une bataille très certainement entre les pirates de Barbe Noire et Dragon, et les hommes de Dragon. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça prépare complètement ce que je pense, c'est-à-dire que Marshall D. Teach, pour préparer complètement et faire une prise de pouvoir complète sur le monde de One Piece, doit d'abord massacrer les dragons, et ensuite, enfin, massacrer Dragon et l'armée révolutionnaire pour ensuite prendre le contrôle parce qu'il sait que même la marine et Marijoa réunis ne pourront pas le vaincre. Et s'il enlève déjà ça, il ne faut pas que les trois alliances puissent s'unir contre lui. Et ça, c'est important aussi de voir par la suite. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'ensemble de l'ère One Piece, du manga. Les références sont nombreuses et sont toujours très très bien ficelées, je trouve, sur l'ensemble. Oda, on s'aperçoit qu'il a vraiment, cet homme a vraiment une culture sur le monde entier. Je pense que c'est un vrai littéraire et qu'il s'inspire énormément de toute la, de toute la, de toute la richesse historique et des légendes d'Asie, mais s'inspire aussi des contes et des histoires de l'Occident. C'est vraiment très très intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est pour ça que One Piece est le manga le plus vendu au monde. Petite continuité sur ce manga, je dirais que nous en avons encore pour à peu près, il a dit qu'il en était à 70% de son histoire, donc nous en avons en grosso modo encore pour 8 ans. Donc le manga aura duré 25 ans. 25 ans, et je prédis très honnêtement que si, comme je l'ai constaté, Oda suit vraiment la trame des différentes histoires dont j'ai parlé, c'est-à-dire les trois royaumes, sous Son Wukong, l'ère du Sangoku, l'ère des shoguns, et ainsi de suite, on va arriver à ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à une bataille finale où nous allons retrouver tous les protagonistes et les antagonistes à la fin, avec donc une partie de la marine qui sera avec Marijoa, une partie de la piraterie avec Luffy, une partie des révolutionnaires, donc toujours trois pouvoirs, contre un quatrième pouvoir qui essaye de se mettre en place, c'est-à-dire Barbe Noire. Vraiment, je suis très heureux de partager cette passion que j'ai avec vous. C'est une vidéo qui aura été très longue, mais je l'espère très instructive pour vous. Si vous avez des commentaires à laisser, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou si vous avez des points que vous aimeriez peut-être que je détaille un petit peu plus, je le ferai avec plaisir dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'est ma deuxième vidéo et je voulais faire quelque chose de long pour pouvoir bien mettre en place l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle nous est faite par Oda, reprendre les points historiques qui nous permettent de pouvoir préparer les futurs arcs qui vont arriver. Là, par exemple, nous en sommes à l'arc de l'île sur le dos de l'éléphant millénaire. Et bien évidemment que c'est une référence encore une fois à une légende asiatique, hein, l'île de la tortue, ce qui est repris par Toriyama
dans Dragon Ball avec l'île de Tortue Géniale. Il faut le savoir que alors je ne me rappelle plus le nom de cette légende, mais il y avait une île qui se déplaçait à longueur de temps dans le Pacifique, et on disait que cette île était placée sur le dos d'une tortue géante. Et bien là, on fait référence à ça avec l'éléphant millénaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plus et que vous allez en connaître un petit peu plus grâce à ça sur l'univers de One Piece. Pour ma part, je vous laisse, prochaine vidéo le mois prochain. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me mettre vos commentaires et à me dire ce que vous aimeriez pouvoir ajouter à ce que j'ai dit. Voilà, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut!